Arrête-toi une seconde et regarde l'heure sur ton téléphone. Là, elles sont, accompagnant les nombres, ces 2 lettres que tu as vues des millions de fois sans t'arrêter à penser ce qu'elles signifient. À Monsieur PM. Tu les utilises pour programmer l'alarme, pour rester avec quelqu'un, pour savoir si elles sont les 3 de l'après-midi ou les 3 de l'aube. Mais si quelqu'un te demandait maintenant même ce que signifient réellement ces lettres, saurais-tu répondre ? Ce n'est pas anglais. Ce n'est pas un code secret de la technologie moderne. C'est latin. Une langue que personne ne parle plus, mais qui porte 2000 ans gravés dans notre forme de mesurer le temps. Et le plus fascinant est que ces 2 lettres ne décrivent pas un nombre, ni un horaire de bureau, ni une convention arbitraire. Elles décrivent quelque chose qui arrive dans le ciel. Un événement astronomique que nos ancêtres observaient avec la même attention avec laquelle aujourd'hui nous regardons l'écran. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le soleil, les Égyptiens et une poignée de Romains ont la faute de que tes réveils sonnent à les 7 du matin. Et aussi tu vas comprendre pourquoi les 12 du midi cachent une contradiction qui défie la logique. Le temps sans nombre, l'ère des moments. Pour comprendre l'origine de AM et PM, nous devons voyager très en arrière, à une époque dans laquelle n'existaient pas les horloges, ni les écrans, ni les aiguilles. Une époque dans laquelle le temps ne se comptait pas en nombres, sinon en moments. Les premières civilisations humaines vivaient sujettes à un rythme marqué par le ciel. Le soleil était leur horloge, leur calendrier et leur boussole, tout en un. Le jour ne commençait pas à les 12 de la nuit, ni à les 6 du matin. Il commençait avec quelque chose de tangible, visible, incontestable, la sortie du soleil. Cela était l'instant zéro. Ensuite venait l'ascension, quand l'astre grimpait par le firmament. Ensuite arrivait le point le plus haut, le zénith, quand le soleil semblait s'arrêter juste sur leur tête. Et après commençait la descente vers le crépuscule, jusqu'à ce que la lumière s'évanouisse et arrive la nuit. Chacun de ces moments avait une signification profonde. L'aube était le moment de s'éveiller, d'initier les travaux. Le midi était le point d'équilibre, l'instant où les ombres se rétrécissent jusqu'à presque disparaître, le moment de repos dans les cultures méditerranéennes. Le crépuscule était le retour, la fin de la journée, la préparation pour le danger de l'obscurité. Ils ne nécessitèrent pas de nombres. Les nombres auraient été un encombrement. Ce qu'ils nécessitaient était d'observer, et observer bien. Parce que de cette observation dépendaient les semailles, la récolte, la navigation et la survie. Le temps n'était pas abstrait. C'était quelque chose qui se voyait, se sentait et se craignait. La révolution égyptienne, 12 heures qui duraient ce que le soleil voulait. Dans un certain moment de l'histoire, quelques civilisations donnèrent un pas de plus. Elles décidèrent qu'il ne suffisait pas de vivre les moments, il fallait les mesurer, les compter, les diviser. Et les premiers à le faire de manière systématique furent les Égyptiens. Ils observèrent que le cycle de lumière et obscurité pouvait se fractionner. Ils utilisèrent quelque chose de très simple mais révolutionnaire, l'horloge de soleil. Un bâton planté dans le sol, un obélisque, un simple gnomon, projetait une ombre qui se mouvait tout au long du jour. Et ces Égyptiens, avec une patience infinie, marquèrent des divisions sur le sol. Ainsi naquirent les premières heures. Pourquoi 12 ? Pourquoi pas 10 ? Qui est plus facile pour compter avec les doigts, ou 15 ? Le choix du 12 ne fut pas fortuit. Les Égyptiens comptaient utilisant les phalanges des doigts, et le 12 était un nombre sacré, lié au cycle lunaire, aux constellations, et à une forme de comprendre le cosmos qui aujourd'hui nous résulte lointaine. En plus, 12 s'ajustait bien avec la durée approximative du jour dans les saisons tempérées. Mais il y avait un problème énorme, un problème que n'importe quel étudiant de primaire pourrait signaler aujourd'hui. Ces heures n'étaient pas égales. Elles duraient ce que le soleil voulait. En été, quand les jours sont longs, les heures de lumière aussi l'étaient. Une heure égyptienne de juillet pouvait durer l'équivalent à 80 minutes actuelles. En hiver, quand le soleil à peine apparaît, ces mêmes heures se rétrécissaient jusqu'à durer seulement 40 minutes. L'heure était un concept élastique, étirable, qui s'adaptait à la volonté de l'astre roi. Pour nous, qui vivons attachés à des horloges qui marquent des secondes identiques, cette idée résulte presque incompréhensible. Mais durant des millénaires, ainsi fonctionna le monde. Le temps n'était pas quelque chose que l'on possédait, sinon quelque chose que l'on observait. Et cette observation avait un point central, un instant clé que toutes les cultures reconnaissaient, le midi. Le lex romain, quand le latin se rencontra avec le soleil. Ce furent les Romains qui, comme héritiers du savoir grec et égyptien, mirent un nom à ce que tous voyaient mais personne n'avait baptisé de forme officielle. Et ils le firent dans leur langue, le latin, qui durant des siècles serait le véhicule de la connaissance en Occident.
Pour les Romains, le moment où le soleil atteignait son point le plus haut dans le ciel avait un nom clair et catégorique, méridies, le midi. C'était l'instant d'équilibre, l'axe sur lequel tournait tout le jour. À partir de ce mot, tout le reste s'organisait seul. Ce qui arrivait avant cet instant était antéméridiem. Ce qui arrivait après était post-méridiem. Ce n'étaient pas des termes compliqués. C'étaient des descriptions littérales, presque poétiques, de la réalité qu'ils avaient devant leurs yeux. Avant le midi, après le midi. N'importe quel paysan, n'importe quel soldat, n'importe quel commerçant comprenait parfaitement de quoi il parlait. Le soleil était là, traversant le ciel, partageant le jour en deux moitiés inévitables. Ces termes ne s'utilisaient pas seulement dans des traités d'astronomie. Le latin était la langue de l'administration, de la loi, de la religion, de l'éducation. Quand un juge romain fixait une audience, quand un général planifiait une marche, quand un prêtre annonçait un rituel, ils utilisaient ces mots. Et peu à peu, sans que personne ne le planifie, antéméridiem et post-méridiem se sont gravés dans la conscience collective d'Occident. L'Empire romain tomba, ses légions se retirèrent, ses villes sombrèrent sous le poids des siècles. Mais les mots, parfois, sont plus résistants que le granit. Le latin continua vivant dans l'Église, dans les universités, dans les documents officiels. Et avec lui, voyagèrent ces deux expressions qui décrivaient la danse du soleil. Mais ces mots décrivaient une réalité astronomique parfaite, le soleil traversant une ligne imaginaire que les astronomes appellent méridien. Cet instant de croisement était le midi, et autour de lui s'ordonnait tout. Le problème est que quand les humains, des siècles après, inventèrent les horloges mécaniques, ils voulurent enfermer ce phénomène céleste dans des nombres fixes, dans des sphères qui tournaient toujours pareilles, sans importer la saison ou la position du soleil. Et là commencèrent les contradictions. Parce que si le midi est le point de division, que se passe-t-il exactement en ce point ? Les 12 du midi sont antéméridiem ou post-méridiem. La réponse est beaucoup plus étrange de ce que tu imagines et cache un paradoxe qui défie la logique la plus élémentaire. Un paradoxe que nous traînons chaque fois que nous regardons l'heure. La ligne invisible, le méridien qui partage le jour en deux. Pour comprendre réellement ce que signifient AM et PM, nous devons regarder vers le haut, vers le ciel, et visualiser quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais que les astronomes portent des siècles traçant, le méridien local. Imagine une ligne imaginaire qui traverse la voûte céleste juste sur ta tête, commençant au point exact du nord, passant par le zénith, ce point le plus haut du ciel, et terminant au sud. C'est une ligne invisible, mais parfaitement définie par la géométrie de la Terre et la position des étoiles. Chaque jour, le Soleil, dans son voyage apparent d'est en ouest, traverse cette ligne en un moment précis. Cet instant est le midi solaire, le moment où l'astre atteint son altitude maximale sur l'horizon. Ce n'est pas nécessairement à les 12 piles de ton horloge, parce que les fuseaux horaires et les conventions humaines ont déplacé légèrement cette réalité astronomique. Mais en essence, ce croisement est le vrai cœur du système. La beauté de AM et PM dans leur origine est qu'ils décrivent exactement cela. Antéméridiem signifie « avant que le soleil traverse le méridien ». Post-méridiem signifie « après que le soleil traverse le méridien ». Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de convention. C'est une description géométrique pure du mouvement de notre étoile la plus proche. C'est le langage du cosmos adapté aux besoins humains. Durant des siècles, cette forme de comprendre le temps fut suffisante. Les gens regardèrent le ciel, voyaient la position du soleil et savaient s'ils étaient dans le matin ou dans l'après-midi sans nécessité d'horloge. Mais alors arriva la technologie, et avec elle, les contradictions. Le problème des 12, quand la logique heurte la pratique. Ici est où surgit le paradoxe que peu de personnes détectent. Si AM signifie « avant le midi », alors le midi même, l'instant exact où le soleil traverse le méridien, ne peut pas être AM parce qu'il n'est plus avant. Si PM signifie « après le midi », alors le midi non plus ne peut pas être PM parce que ce n'est pas encore après. Dans un système purement logique, le midi devrait être un point sans étiquette, une frontière, une ligne divisoire qui sépare deux territoires mais qui n'appartient à aucun d'eux. La même chose arrive avec le minuit, cet instant où se termine un jour et commence un autre. Le minuit non plus ne devrait pas avoir d'étiquette, parce que c'est le point de transition entre la fin d'une journée et l'initiation de la suivante. Cependant, nous acceptons tous sans ciller que les 12 de la nuit sont les 12 AM et les 12 du jour sont les 12 PM. Pourquoi ? La réponse n'est pas scientifique, elle est pratique.
Quand les horloges mécaniques commencèrent à se populariser dans l'Europe médiévale et de la Renaissance, les gens nécessitaient une forme claire et univoque de se référer à chaque heure du jour. Les horloges ne pouvaient pas avoir un trou dans les 12, un moment sans nom. Il devait y avoir une étiquette pour chaque instant. Ainsi, dans un certain moment de l'histoire, quelqu'un prit une décision fonctionnelle. Le midi serait considéré le début de la période post-méridienne et le minuit le début de la période ante-méridienne. Ce ne fut pas une décision basée sur la logique astronomique. Ce fut une décision basée sur la nécessité de que les horloges fonctionnent et que les gens se comprennent. Et une fois que des millions d'horloges, des milliers d'horaires ferroviaires et des centaines de documents officiels adoptèrent cette convention, il n'y eut plus de retour en arrière. La praticité vainquit la logique pure, et aujourd'hui nous traînons cette petite contradiction chaque fois que nous programmons une alarme pour les 12 du midi et voyons écrit 12:0 PM. Le rival silencieux, l'horloge de 24 heures, et pourquoi elle ne triomphe pas. Tandis que le système de 12 heures avec AM et PM s'étendait par le monde, existait depuis des siècles un rival silencieux, un système plus logique, plus clair et mathématiquement impeccable, l'horloge de 24 heures. Dans ce système, il n'y a pas de redémarrage. Le jour commence au minuit, qui est l'heure 0. L'une du matin est l'une, les deux sont les deux, et ainsi successivement jusqu'à arriver au midi, qui est l'heure 12. Mais au lieu de recommencer, il continue. L'une de l'après-midi est la 13, les deux sont les 14, jusqu'à arriver au 23, et finalement le minuit de nouveau, qui est l'heure 0. C'est un système parfait. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si quelqu'un te dit « Nous nous voyons à les 20 heures », tu sais exactement que ce sont les 8 de l'après-midi. Tu n'as pas besoin de demander si c'est de jour ou de nuit. Il n'y a pas de risque de confondre les 8 du matin avec les 8 de l'après-midi. Pour cela, dans des domaines où l'erreur ne peut pas exister, ce système est le roi incontestable. L'aviation internationale utilise le format de 24 heures dans tous ses plans de vol. Les hôpitaux l'utilisent pour enregistrer des médications et des procédures, parce qu'une confusion entre les 6 du matin et les 6 de l'après-midi peut être létale. Les armées de demi-monde l'adoptèrent il y a des décennies, et pour cela souvent on l'appelle heure militaire. La science, la technologie, la programmation informatique, tous préfèrent la clarté du système continu. Et cependant, malgré sa supériorité logique, le système de 24 heures n'a pas réussi à déplacer AM et PM dans la vie quotidienne d'une grande partie de la planète. Pourquoi ? La réponse est dans les habitudes, dans l'inertie culturelle et dans la forme où notre cerveau perçoit le temps. Durant des siècles, les horloges analogiques, avec leurs sphères circulaires et leurs aiguilles qui faisaient le tour chaque 12 heures, dominèrent le monde. Ces horloges ne pouvaient pas montrer les 13 ou les 14 heures parce que leur design physique le leur empêchait. Les gens s'habituèrent à voir le jour comme 2 tours de 12. En plus, l'être humain tend à penser le temps en cycle naturel. Le matin et l'après-midi, le jour et la nuit. Le système de 12 heures, avec son redémarrage au midi et au minuit, reflète cette perception duale. Aussi imparfait qu'il soit, il s'ajuste avec notre intuition. Fossile linguistique, pourquoi le latin survécut sur ton écran ? Il y a un autre facteur qui explique l'incroyable résistance de AM et PM, et c'est le pouvoir du latin comme véhicule de connaissance durant plus de 1000 ans. Quand l'Empire romain tomba, sa langue ne disparut pas. Elle continua vive dans l'Église catholique, qui l'utilisait pour la liturgie et l'administration. Elle continua vive dans les universités médiévales, où tous les textes scientifiques et philosophiques s'écrivaient en latin. Elle continua vive dans l'astronomie, dans la médecine, dans le droit. Quand les langues modernes, comme l'anglais, le français ou l'espagnol, commencèrent à standardiser leur vocabulaire scientifique et administratif, elles se trouvèrent avec que le latin avait déjà mis un nom à presque tout. Et au lieu d'inventer des mots nouveaux, elles prirent simplement emprunter celles qui existaient déjà. Ainsi, antéméridiem et postméridiem passèrent à l'anglais comme AM et PM et de là s'exportèrent au reste du monde. L'influence globale du monde anglo-saxon, d'abord à travers l'Empire britannique et ensuite à travers le pouvoir économique et culturel des États-Unis, termina de consolider ces abréviations. Aujourd'hui, même dans des pays où le système de 24 heures est l'officiel pour des horaires de train ou télévision, les gens continuent utilisant AM et PM dans leur vie quotidienne, dans leur téléphone, dans leurs conversations. Ce sont des fossiles linguistiques, des mots qui ont survécu aux empires qui les créèrent, aux langues qui les parlaient, aux technologies qui les accompagnaient. Là, elles sont, gravées sur l'écran de ton mobile, dans ton réveil, dans la programmation de ta série favorite. 2 lettres qui contiennent 2000 ans d'histoire. Ainsi que la prochaine fois que tu regardes l'heure, arrête-toi une seconde.
Pense à ce que signifient réellement ces deux lettres qui accompagnent les nombres. Elles ne sont pas une invention moderne, ni une convention arbitraire des fabricants d'horloges. Elles sont l'écho d'une époque où le temps se mesurait en regardant le ciel, en observant l'ombre d'un bâton dans le sol, en attendant que le soleil atteigne son point le plus haut sur le méridien.